Est un bien public, un bien sacré. Voilà pourquoi, quand les premiers responsables parlent, y compris même le chef de l'État, actuellement, quand il parle, que ce soit son Excellence Goïta, que ce soit son Excellence Tchiani, que ce soit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, des moments ça peut amener à applaudir. C'est même bien d'applaudir. Mais quand les leaders vous parlent, si vous avez la possibilité d'enregistrer, ou si c'est enregistré, quand vous vous retrouvez seul, il faut les écouter mot par mot. Il faut les écouter mot par mot. Celui qui vient d'intervenir après un exemple, en rappelant ce qui est arrivé à Sankara, où il a dit qu'il se retrouve seul comme un cycliste sur une pente raide. À gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. S'il s'arrête de pédaler, il va tomber. Il est contraint de continuer de pédaler. C'était une forme d'appel pour dire « Venez à mon secours ». J'ai aussi rappelé que tout récemment, il y a eu le cas de Norbert Zongo, où une semaine avant son assassinat, puisqu'il a échappé à plusieurs cas, même des empoisonnements, il a eu à dire à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, Norbert Zongo, il a confiance actuellement au Burkina en une seule personne. Je pense qu'il a répété ça au vieux 3 fois. Mais il a demandé au vieux s'il savait de qui il parlait. Le vieux a dit non. Il lui a dit que c'est son chien qui est couché là. Parce qu'à partir de 21h, quand lui il s'assoit devant les toilettes pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a une façon de dire à quelqu'un, communiquer pour montrer que je suis en danger, je ne peux plus? Il est où aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État qui parle, ou nous qui vous parlons aujourd'hui, nous vous faisons face? Vous croyez que c'est parce qu'on n'est pas en danger? Je vous ai dit qu'on n'est pas sur un terrain de jeu. Mais un homme doit avoir le courage d'accepter le sacrifice pour un idéal. Et quand nous parlons fort aussi, c'est parce que nous savons que les murs ont des oreilles. Ils ont toutes les possibilités d'envoyer pour voir qu'est-ce qui sera dit ici, par là. Et on parle fort, c'est pour que si l'intéressé a oublié aussi d'augmenter le volume, que ceux qui l'ont envoyé la puissent bien écouter et bien entendre. Parce que tout ce qu'on dit là, ils suivent. Je répète, tout ce qu'on dit, ils suivent. Donc c'est normal d'interpeller et dire que quand la bouche parle bien, c'est que la nuque est bien protégée. Et il n'y a pas meilleure personne à protéger cette nuque si ce ne sont pas ceux pour lesquels tu es prêt à y laisser ta vie. Je prends le cas d'un militaire, d'un gendarme, d'un douanier, d'un forestier, d'un GSP. C'est bien de dire que nous sommes en train d'engranger des victoires. J'ajoute les VDP. C'est bien de les applaudir. Quand ils vont sur les champs de bataille, la télé même vient montrer, on s'assoit devant l'écran, on applaudit. Mais quand il prend l'arme, et il fonce, parce qu'on l'a déployé sur un front, il doit aller faire 7 mois, 8 mois, voire même plus d'une année. Il y a combien qui regardent en disant que quand il est parti là, il a laissé femmes et enfants. Au quartier, et même dans le voisinage immédiat, on fait quoi? Est-ce que moi, seulement, je dois m'asseoir dans ma famille, mon voisin qui est militaire, qui est gendarme, qui est GSP, qui est forestier, qui est douanier, qui est policier, qui est parti au front? Je dois assurer rien que ma famille nucléaire, et même s'il y a des cris de l'autre côté de la maison, je ne suis pas capable d'aller regarder. Et quand on dit retourner aux sources, en lien avec, par exemple, les questions que les jeunes ont posées, qui sont des questions hautement pertinentes,
Mais ce sont des questions également qui indiquent la profondeur de la boue à décaper. La profondeur de la boue à décaper. Pour vous dire que ce que nous vous disons aujourd'hui, si ça arrive à se tenir demain, tant mieux. Ça peut être des éléments qui vont se tenir dans 40 ans, 50 ans. Il faut le dire avec espoir et conviction. Et c'est ce qu'adviendra parce que c'est l'unique voie de nous en sortir. Pourquoi j'ai dit l'unique voie de nous en sortir? Parce que même regardez comment le développement a été conçu. Nous parlons de quel développement? Est-ce que le développement, c'est avoir des R plus 30, des R plus 40? Est-ce que le développement, c'est avoir des grands ponts, des grandes routes? Oui. Peut-être que ça fait partie du développement. Mais ce n'est pas ça seulement le développement. Si vous mettez un enfant à l'école, qui est premier de sa classe, de la maternelle jusqu'à l'université, et il empile même 10 doctorats, et qui n'est pas capable de dire bonjour à quelqu'un, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas qu'un voisin est malade, et qu'on a la possibilité d'aller lui rendre visite, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas que quelqu'un est décédé dans un quartier, je dois aller m'incliner, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Parce que justement, voilà pourquoi j'ai rappelé la charte de Kurukanfuga de 1312. Tapez, allez à l'article 5. Il est dit, vous devrez vous présenter les condoléances. Il y a combien de gens qui ont fini l'école à empiler des diplômes? Vous passez, vous lui dites bonjour. Et la première question qu'il te pose, c'est que tu me connais où? C'est ça le développement? Attention. Les maisons sont jolies à regarder. Les buildings sont très jolis à regarder. Mais ça peut cacher de la moisissure grave. Et ce sont ces moisissures qu'il faut décaper. Et on ne pourra pas les décaper en 1 année, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, nous avons pris des exemples des gens dont on a rappelé qu'ils ne sont plus en vie, non? Les Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Voilà. Parce que ceux qui sont venus nous décaper, j'ai cité le pôle politique, le pôle économique, le pôle culturel, le pôle sécuritaire. Prenons même seulement le pôle sécuritaire dans le temps. La façon dont les sociétés étaient organisées. On ne rentrait pas dans un village au hasard. Dès lors que quelqu'un qui n'est pas du village rentre au village là, immédiatement le chef du village est informé. Dès le moment où tu arrives au village, tu veux poser un acte. Tu poses un acte, si l'acte est mauvais là, tu ne sauras pas où tu es parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'as même pas encore parlé. Tu as posé l'acte, non? Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de voie. Mais justement, c'est la question d'identité. Et cette question d'identité, vous avez vu notre fille qui est venue parler, elle a très bien parlé. Je reviendrai dessus cas par cas. Elle a parlé de nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Pour savoir ce que c'est qu'un nom, posons-nous la question. Nous sommes assis dans la salle ici, là. Nous sommes sûrs que nous sommes seuls dans la salle? Sommes-nous sûrs qu'on est seuls dans la salle? Un enseignant a dit qu'on l'a affecté dans son lieu. Lui, il est arrivé, on lui a montré une jolie maison. Lui, il a débarqué ses bagages et puis, voilà, il a fait 3 jours. Lui, il préparait ses cours. Et puis, un jour, vers minuit, il s'est levé, il partait aux toilettes. Lui, il a reçu une gifle ou bam. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. C'est des étincelles seulement qu'il voit. Il va se redresser, une autre gifle, femme. Il a rejoint la famille du chef. Il est parti expliquer, on dit, effectivement, vous êtes venu servir l'État, c'est bien. Le lieu où vous habitez là, on s'apprêtait à faire du travail parce que il y a des éléments là-bas.
Le traitement n'est pas encore terminé. Mais comme vous êtes venus, on va prendre les dispositions. N'ayez pas peur. Demain, tu vas repartir. Il dit qu'il a fait 10 ans dans la même maison. Il n'a plus reçu de gifle. Vous savez, on doit travailler aussi pendant des années pour nous décomplexer. Parce que tout ça, c'est le travail du colon qu'on doit décaper petit à petit. J'ai dit tantôt que évitons de traverser et transformer par exemple nos villages en des cimetières. Parce que quand on soigne, c'est ça la science, non? On soigne. Entre-temps, les antibiotiques ne donnent plus. On finit par dire, amenez l'eau au village. Il faut aller voir au village. Vous partez voir quoi au village? Amenez-le au village. Vous l'amenez au village pour aller faire quoi? En tout cas, il n'y a pas de laboratoire au village. Hein. Et c'est quand ça devient du squelette, maintenant on dit d'envoyer au village. Tu avais préparé au village, apprêté les gens posés pour que tu ailles au village. Tous ceux qui nous défendent, que ce soit VTP, que ce soit militaire, que ce soit... Ils s'en vont en brousse, par exemple, ils mènent des combats. Un enfant qui s'est inscrit dans l'armée, qui a fait peut-être 5 ans de formation, il sort, il n'a même pas vu une certaine quantité de sang. Il se retrouve sur des théâtres d'opération où il fait 8 mois, 1 an. On fait des bombardements, il marche parmi des corps, des intestins dans tous les états. C'est vrai, il tient. Il a fini sa mission, non? Il est revenu 8 mois, 10 mois, 1 an après. Vous l'applaudissez, il est arrivé. Il est physiquement présent. Il est physiquement complet. Mais vous êtes sûr qu'il est humainement complet? C'est pas évident. Aujourd'hui, l'armée recrute combien de psychologues? Ceux qui ont fait la formation, nous qui avons fait la formation en psychologie, les gens ne sont pas encore nombreux. On n'arrive pas à en trouver beaucoup. Mais les mêmes chefs ont la possibilité dans toutes les contrées, même pour enterrer des gens. Ils ont des possibilités où des équipes sont formées, de sorte qu'on peut enterrer quelqu'un aujourd'hui, 2 semaines plus tard, il y a un autre qui meurt, et c'est dans la même force qu'on doit amener l'intéresser. On dit dans l'intimité familiale. Qui rentre là-bas? Ceux qui rentrent, qui le font là, comment ont-ils été préparés? Et ceux qui vont donc mener la bataille de nos jours, on revient, quel est le rôle de l'ensemble de nos forces sociales? Vous croyez qu'on va finir la guerre et puis s'asseoir comme ça, on a des êtres humains? Si on ne se réveille pas, si on ne se mire pas correctement, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec des gens qui vont se lever et puis sortir le matin avec les cheveux, la tête de madame dans la main pour présenter dans le quartier. Parce que l'intéressé, peut-être sait qu'à un moment donné, c'est un champ de bataille. Il y a du travail à faire. N'ayons pas honte. Permettez à ceux qui doivent pouvoir faire le travail là de le faire. Et quand on dit, nous sommes sur une mine explosive, ça fait partie de tous ces éléments justement qu'on doit décaper. Pourquoi? Le secrétaire général a cité des acquis. Mais ces acquis indiquent aussi que la route reste longue. Sur la route qui reste longue, il y a un qui a posé la question sur le franc CFA, la monnaie, qui est un élément nodal d'indépendance et de souveraineté. Pour répondre à cette question, nous utilisons toujours l'interview qui a été faite par le général Tchani, qui dit que les techniciens sont en train de travailler. Et quand ça sera OK, ils vont les mandater pour sortir, communiquer et indiquer où nous sommes. On est tout à fait d'accord que depuis 1945 à nos jours, on a tellement subi que les gens sont pressés que ça avance. Mais peut-on traiter une plaie de 60 ans en 2 ans, 3 ans? Des moments aussi, on dit que quand tu veux aller loin, il faut bien apprêter ta monture. Si vous écoutez vos leaders, et c'est eux-mêmes qui disent, s'ils travaillent sur une question, ils sont en train d'avancer, il n'y a qu'à avoir confiance que ça avance. Parce que l'ennemi aussi qui ne veut pas que ça avance, écoute, il le suit. Dans mon introduction, j'ai dit qu'en janvier 1959, ils sont partis directement à la Fédération du Mali. Et après, ça n'a pas tenu. Sékou Touré a exigé l'indépendance de la Guinée. Le général de Gaulle a dit que si vous voulez l'indépendance, prenez-la et tout de suite, en 1958. Et en procédant au saccage de l'ensemble des institutions administratives coloniales en Guinée,
pour faire couler la Guinée. C'est dans ce cadre que le Joseph Kizerbo, en tant que professeur d'université, se sont engagés au nom du patriotisme et ont été enseignés en Guinée pratiquement gratuitement pour permettre à la Guinée de tenir. Il a fait le franc guinéen. Avant même qu'il ne mette en marche le franc guinéen, la Guinée était bondée et débordée de faux billets de francs guinéens. Mais c'est parce qu'ils savaient où ils partaient. Ils avaient les maquettes qui l'ont fait. Quand nos forces de défense vont sur le terrain pour combattre là, est-ce qu'ils disent à l'ennemi qu'ils viennent? Et comment ils vont procéder? On met l'ennemi devant le fait accompli que c'est chaud. Maintenant, ceux qui ont les oreilles, les yeux tendus, parce que depuis longtemps, je veux parler des adversaires, même au niveau international, pour dire oui, ils sont en train de parler du franc CFA, ils en sont où? Pourquoi ça ne sort pas? Mais on dit c'est notre franc. C'est notre monnaie qu'on veut battre. C'est pas ta monnaie. Tu es pressé pourquoi? Pourquoi moi je vais prendre la route et puis dire à l'ennemi où je pars? Ce qui leur fait mal, et puis ils font d'ici de tels messages, c'est parce que justement dans l'achat du matériel agricole, armes, il fallait payer en francs CFA. On transmet à la France qui va traduire en euros à la devise, elle enlève sa partie et puis elle verse le reste. Maintenant on ne passe plus là-bas. Mais on paie des centaines de véhicules. On paie des centaines d'armes qui rentrent. On ne sait pas avec quoi on paie. En fait, la question de dire, vous êtes en train de parler de votre monnaie, pourquoi ça ne sort pas là, c'est de ça qu'il est question. Mais vous payez avec quoi? Pourquoi on va vous dire? On vous met devant le fait accompli que des chars sont en train d'entrer au Burkina. On vous mettra devant le fait accompli que des avions de chars sont en train de rentrer au Burkina. Pas pour vous dire comment on paie. Et puis on ne va même pas se limiter là-bas. Hein. C'est parce qu'on continue de payer même à l'étranger que vous suivez, vous savez que ça rentre. Voilà pourquoi on dit même les curricula, le combat au niveau de l'éducation là. Il faut qu'on change. Ça ne sera plus les bacheliers ont fini, telle ambassade donne 10 bourses, 20 bourses, et puis ils prennent nos enfants, ils en vont faire ce qu'ils veulent. Non. Il faut qu'on organise petit à petit pour que, quand on envoie 50 enfants dans tel pays, nous savons pourquoi on les a envoyés, quelle formation ils s'en vont faire, les suivre, ils finissent, on les fait entrer. Si même si c'est un laboratoire souterrain là, on crée, ils sont là-bas. On a payé 10 blindés, non? Ils sont dans le sous-sol, non? Ils ont déjà étudié dans les laboratoires où on fabrique les blindés. Ils rentrent. Préoccupation, un exemplaire de blindé. Il faut tout démonter. Fabrique le matériel, les pièces, les balles. Vous parlez de science. Ils ne nous ont pas dévancés. C'est parce qu'ils sont venus saccager notre base pour pouvoir avancer. Dans l'introduction, j'ai dit qu'il y avait des fours de fer. L'extraction de fer. Ce n'est pas eux qui sont venus nous l'apprendre. Les flèches empoisonnées. Ce n'est pas eux qui sont venus nous l'apprendre. La fabrication de la poudre de canon. Ce n'est pas eux qui sont venus nous apprendre. Mais ils sont venus saccager pour qu'on ne se retrouve pas. Mais justement, pour mieux nous saccager, ils se sont basés sur le côté psychique parce que l'homme n'est pas seulement que matériel. Une plaie physique, vous pouvez soigner. Mais quand le mental est touché, le psychique est touché, c'est très compliqué. Or, un homme sans psychique, ce n'est rien. Justement, je prends un deuxième exemple après la monnaie qui est en cours. Mais ça va venir. Le deuxième niveau de bataille, c'est notre santé. La conquête de la souveraineté. Est-ce que nous pouvons dire que là où nous sommes assis dans la salle, qui peut dire, qui peut être sûr que les médicaments, les comprimés que nous avons avalés depuis longtemps, les injonctions qu'on nous a faites, plusieurs produits, qui peut dire que véritablement il est en bonne santé? La question se pose. Puis c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui savent ce qui doit venir en Afrique. Sortez tout de suite, allez-y dans une alimentation, même l'alimentation. Prenez une alimentation, payez une boîte de cérélac, de lait, et regardez les indications dessus, et tapez sur le net, le même cérélac, en France ou bien en Belgique. Et regardez la composition, voici c'est la même chose. Donc c'est eux qui nous envoient ce qu'ils veulent envoyer. Conséquence, ça veut dire, de la même façon qu'on se bat pour notre souveraineté monétaire, si on ne se bat pas pour la souveraineté sanitaire, ils vont tous programmer nos assassinats successifs. Et ils l'ont tenté sous la Covid, non? Ils ont envoyé des produits dits de nous injecter. Ils disent de ne pas parler des grands-parents. Quand on envoie un produit, on dit oui, ça c'est un vaccin, on appelle ça Johnson & Johnson là. C'est quel de ton aïeux qu'ils appelaient Johnson & Johnson?
Puis on dit oui, il faut l'injecter. Bon, et puis on dresse même nos frères pour dire non, quand tu prends là, c'est tel produit, tu ne dois pas prendre. Tu dois faire 2 semaines, 1 semaine sans prendre l'alcool. Sinon, le produit là va mal. C'est pas vrai. C'est ce qu'on te dit d'utiliser pour détruire le produit là qu'on dit de ne pas prendre. Et comme tu ne sais pas de quoi c'est composé là, oui, si on dit de prendre Johnson & Johnson, vacciner, c'est Johnson & Johnson, oui. Tu as 2 semaines sans boire l'alcool. Je sors là. Prochain maquis, je dis au chauffeur, gare, 2 bouteilles. Et on continue. Bassolma Bazier prend la parole avec la gravité et la clarté de celui qui connaît la profondeur du combat qu'il mène. Il ne s'agit pas d'un discours décoratif ou destiné à flatter, mais d'un appel à la lucidité et à l'engagement réel. Dès les premières lignes, il nous force à écouter, à comprendre et à mesurer le poids de chaque mot. Dans un contexte où la sécurité et la survie sont constamment menacées, chaque phrase est un signal, un avertissement et une leçon pour ceux qui aspirent à comprendre les enjeux de la gouvernance et de la souveraineté. Quelle leçon pour l'Afrique si nous refusons d'entendre ces avertissements et si nous restons passifs face aux dangers auxquels nos dirigeants et nos soldats font face? En évoquant Sankara, Norbert Zongo et les leaders actuels de l'AES, Bazier souligne le courage et la résilience indispensables pour diriger dans des conditions extrêmes. Ces références rappellent que le leadership n'est pas un rôle honorifique ou une position de confort, mais une responsabilité où chaque décision peut être une question de vie ou de mort. Le parallèle avec le cycliste sur une pente raide est saisissant. Le dirigeant qui cesse de pédaler tombe, et personne ne peut le protéger sans une solidarité active de la communauté. Chaque geste, chaque décision stratégique, même minime, peut avoir des conséquences sur la stabilité de tout un pays ou d'une région. Il en découle que l'Afrique doit tirer la leçon de la vigilance collective, de la protection des bâtisseurs de nos causes et de l'importance de soutenir ceux qui se tiennent sur le front, souvent dans l'ombre, parfois au prix de leur vie. Sa réflexion sur l'écoute attentive et l'analyse mot à mot des paroles des dirigeants est un appel à la rigueur civique et à l'intelligence collective. Dans un monde où les informations circulent vite et où les applaudissements peuvent masquer l'ignorance, Bazier rappelle que la responsabilité du citoyen est de décoder, comprendre et agir en conséquence. Chaque mot peut contenir un indice stratégique ou un signal de détresse, et ne pas l'entendre peut coûter cher. Ce principe s'étend à chaque secteur de la vie publique. La politique, l'éducation, la sécurité et la santé sont tous interconnectés, et une incompréhension peut créer des fractures profondes. La leçon ici est claire, l'Afrique ne peut progresser si ses citoyens se contentent de spectateurs passifs. Il faut développer la culture de l'observation et de l'analyse pour protéger et renforcer nos institutions, car seule une population éveillée peut soutenir et challenger un leadership éclairé. Quand Bazier décrit les VDP, militaires et gendarmes sur le terrain, il met en lumière les sacrifices invisibles de ceux qui assurent la sécurité de leurs concitoyens. Applaudir leur retour est juste, mais insuffisant si l'on néglige les traumatismes physiques et psychologiques accumulés au fil des combats. Les histoires de ces hommes et femmes, qui quittent leur foyer, leur famille, parfois pour des périodes de plusieurs mois, révèlent une dimension humaine trop souvent ignorée. L'engagement pour la nation exige la force physique, certes, mais aussi la résilience mentale et le courage moral. La chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique » rappelle ici que la souveraineté ne se limite pas aux armes ou aux victoires sur le terrain. Elle passe par la prise en charge humaine, l'accompagnement des familles et le soin des blessures invisibles. Ces responsabilités collectives sont la pierre angulaire d'une Afrique capable de se défendre tout en restant profondément humaine et solidaire. Bazier ne se limite pas à la sécurité. Il rappelle que le développement véritable inclut l'éducation, la culture et l'humanité. Avoir des diplômes, des infrastructures ou des bâtiments impressionnants ne suffit pas si l'on perd le sens du voisinage, de la solidarité et du respect humain. Il prend soin de montrer que le progrès matériel, sans conscience sociale et empathie, produit des objets et non des citoyens capables de se soutenir et de s'entraider. La leçon que nous devons tirer est que l'Afrique doit former des leaders et des populations capables de combiner compétences techniques et humanité, car c'est cette alliance qui assure la pérennité des avancées et la stabilité sociale. Il insiste sur l'importance de transmettre non seulement des savoirs scientifiques et techniques, mais aussi des valeurs éthiques et sociales, de façon à bâtir une société complète et résiliente. La question des moisissures derrière les façades brillantes de nos sociétés illustre une vérité universelle. La modernité peut masquer des fragilités profondes. Les inégalités, les pratiques bureaucratiques, la corruption et la fragilité institutionnelle sont des plaies qui ne disparaissent pas avec des apparences. Bazier nous invite à un travail patient, méthodique et profond pour décaper ces structures et reconstruire une société plus saine. L'Afrique doit comprendre que la véritable modernité est celle qui soigne les blessures sociales, politiques et culturelles autant qu'elle construit des routes, des bâtiments et des infrastructures visibles. Cette réflexion nous enseigne que le progrès est autant intérieur qu'extérieur, et qu'il ne peut être durable sans une conscience civique éveillée et active. Sur le plan monétaire,
La réflexion sur le franc et la souveraineté économique est un signal fort. La dépendance aux anciennes puissances, même dans les transactions les plus quotidiennes, limite notre autonomie. La leçon est que l'indépendance ne se réduit pas à des symboles, elle exige la maîtrise concrète de nos systèmes financiers et commerciaux. Chaque citoyen doit être conscient de ce combat et comprendre que la souveraineté économique est indissociable de la souveraineté politique et militaire. Bazier montre que comprendre ces mécanismes, suivre leur mise en œuvre et agir collectivement pour défendre nos intérêts est un devoir citoyen et un acte de patriotisme moderne. Enfin, Bazier aborde la souveraineté sanitaire et alimentaire, soulignant la fragilité des populations qui dépendent d'apports externes. L'histoire récente, notamment la pandémie, a montré qu'une dépendance excessive peut exposer à des manipulations ou des risques sanitaires. La leçon est limpide. Pour être pleinement souveraine, l'Afrique doit produire et contrôler ses médicaments, sa nourriture et ses connaissances scientifiques. Cette autonomie est indispensable pour protéger la vie et le développement des populations sur le long terme. La maîtrise de notre santé publique et de notre alimentation est un pilier fondamental de la liberté et de l'indépendance. À travers cette prise de parole, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique illustre sa mission. Éveiller les consciences, réfléchir collectivement aux défis structurels et inciter à l'action éclairée. Chaque mot prononcé est une invitation à la vigilance, à la responsabilité et à la transformation. La fin de ce discours ne laisse pas place à la résignation. Il rappelle que l'avenir de l'Afrique dépend de la sagesse, de la solidarité et de l'engagement de chaque citoyen. Comprendre ces réalités, les partager et agir avec discernement sont autant de gestes concrets pour construire une Afrique plus souveraine, plus humaine et plus consciente. Bassolma Bazier s'adresse à nous avec une intensité qui dépasse le simple discours politique. Chaque phrase est un miroir tendu à la conscience africaine. Il ne parle pas seulement des risques que courent les dirigeants ou les soldats sur le terrain, il parle de la responsabilité collective, de la vigilance, de la solidarité et de la lucidité nécessaires pour que l'Afrique ne reste pas spectatrice de sa propre histoire. Dès les premières lignes, il nous invite à réfléchir sur notre rôle, sur notre capacité à comprendre les enjeux profonds et à agir pour soutenir ceux qui œuvrent pour la souveraineté et le bien commun. La première leçon est immédiate, l'Afrique doit cesser de se contenter de spectateurs passifs et adopter une posture d'acteur responsable et vigilant. En évoquant Thomas Sankara, Norbert Zongo et les chefs actuels de l'AES, Bazier met en lumière la solitude et le courage nécessaires pour défendre des idéaux. L'image du cycliste sur une pente raide, obligé de pédaler sans relâche pour ne pas tomber, est emblématique. Elle illustre la précarité et la tension constante des dirigeants face aux défis multiples, entre pressions internes et menaces externes. Ces références historiques et contemporaines nous rappellent que le leadership en Afrique n'est pas un rôle décoratif, mais une responsabilité où chaque décision peut décider du sort d'un peuple. Quelle leçon pour l'Afrique? Que le soutien citoyen, la vigilance et la solidarité sont indispensables pour protéger ceux qui portent le poids de la transformation et du progrès. Bazier insiste sur l'importance de l'écoute attentive et de l'analyse mot à mot des discours des leaders. Dans un contexte où les applaudissements peuvent masquer l'incompréhension et où les mots peuvent être mal interprétés, il appelle à une attention critique et à la réflexion. Chaque mot peut contenir un signal stratégique, un avertissement ou une leçon. Pour la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique? Cette exigence intellectuelle est essentielle. Comprendre profondément les messages des dirigeants et agir en conséquence est une responsabilité collective. L'Afrique doit tirer la leçon que la connaissance et la vigilance sont des outils de protection et de renforcement de la souveraineté. Lorsque Bazier parle des VDP, militaires, gendarmes et autres forces sur le terrain, il met en lumière l'importance de reconnaître et de soutenir les sacrifices humains. Ces hommes et femmes quittent souvent leur foyer pour affronter des situations extrêmes, parfois pendant des mois, au prix de traumatismes physiques et psychologiques. Les applaudissements lors de leur retour sont insuffisants, il faut un accompagnement réel, une prise en charge des familles et un soutien moral. La souveraineté ne se limite pas aux victoires militaires, elle passe par la reconnaissance, la protection et l'accompagnement des acteurs de terrain. Quelle leçon pour l'Afrique? Que la solidarité et le soin des forces nationales sont indispensables pour construire une nation forte et consciente de sa valeur humaine. Bazier élargit la réflexion au développement humain et social. Il rappelle que le progrès ne peut se mesurer uniquement à travers des bâtiments, des infrastructures ou des diplômes. Une société peut avoir des R+30 et des routes impressionnantes tout en restant fragile moralement et socialement. Si l'éducation et le savoir ne sont pas accompagnés de valeurs humaines, de solidarité et de conscience citoyenne, le progrès est incomplet. La chaîne insiste sur le fait que la formation des citoyens doit combiner compétences techniques et humanité, afin que chaque individu devienne un acteur responsable et empathique. Quelle leçon pour l'Afrique? Que le développement véritable ne se limite pas à la matière, mais englobe la culture, l'éthique et le sens du collectif.
La question de la souveraineté monétaire et économique est centrale. Bazier explique que la dépendance à l'égard des anciennes puissances limite la liberté d'action et la capacité à construire un avenir autonome. La maîtrise des systèmes financiers, le contrôle de la monnaie et la planification économique stratégique sont des actes de souveraineté. L'Afrique doit comprendre que la liberté ne se réduit pas à la déclaration d'indépendance, mais implique le contrôle réel de ses ressources, de sa monnaie et de ses transactions. Quelles leçons pour l'Afrique ? Que chaque citoyen doit être conscient des enjeux économiques et participer à la construction d'une autonomie durable. Enfin, Bazier aborde la souveraineté sanitaire et alimentaire. Dépendre de l'étranger pour les médicaments, les vaccins ou les produits alimentaires essentiels expose les populations à des risques stratégiques et sanitaires. La pandémie récente a démontré que la maîtrise de la santé publique est aussi cruciale que la souveraineté militaire. Produire localement, contrôler la qualité et former des experts est indispensable pour protéger la vie des citoyens et garantir la continuité du développement. La chaîne Quelles leçons pour l'Afrique souligne que la liberté et la sécurité d'un peuple passent par la maîtrise complète de sa santé, de son alimentation et de ses connaissances scientifiques. À travers ses réflexions, Bazier ne se contente pas de dénoncer ou d'informer. Il propose une vision claire de l'Afrique que nous devons construire, fondée sur la vigilance, la solidarité, la lucidité et l'action collective. Chaque citoyen a un rôle à jouer, et comprendre les réalités historiques et contemporaines est un acte de responsabilité. La fin de ce discours n'appelle pas à la résignation. Elle incite à l'action consciente et éclairée, rappelant que l'avenir de l'Afrique dépend de l'engagement de chacun, de la sagesse collective et de la force morale et intellectuelle que nous choisissons de développer.